Quelle est la différence entre une manifestation pacifique et non pacifique? C'est très simple. Pour Jean-Luc Mélenchon, une manifestation pacifique, c'est une manifestation organisée à son service pour ses fins et ses objectifs. Une manifestation non pacifique, fasciste, révolutionnaire, c'est une manifestation qui serait contre lui ou contre ses intérêts. C'est tout simplement ça. C'est une question de perspective et de point de vue parce que Jean-Luc Mélenchon part sur la deux poids, deux mesures. C'est-à-dire tout ce que lui fait va dans le bon sens et tout ce qui est dirigé contre lui va dans le mauvais sens et forcément une police qui tue, etc. Et tous ces points-là montrent ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon. C'est que Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, on voit bien, c'est-à-dire qu'avec les Black Blocs, avec des gens qui viennent habillés avec des casques, avec des masques, ils ne sont pas là pour faire de la désobéissance civile. Et dégradés aussi, on le voit avec les images, les canalisations. Cautionne-t-il cette action? Mais de toute façon, il cautionne tout ce qui va dans son sens politiquement, ou tout ce qui croit aller dans son sens politique. Mais ensuite, après, est-ce que les intérêts de Jean-Luc Mélenchon sont les intérêts de la France? Et c'est ça là toute la question. Et je pense qu'on est beaucoup trop complaisant envers ces manifestants-là. Parce que lorsqu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes, on n'a pas hésité à envoyer les forces de l'ordre, des blindés, etc., pour interdire les rassemblements de manifestations dites illégales aux Champs-Élysées. Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas lorsqu'il y a des manifestations illégales des forces de l'ordre beaucoup plus importantes et qu'on ne va pas au contact alors qu'on l'a fait à l'époque des Gilets jaunes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appréhendé les Black Blocs de façon préventive alors qu'on l'a fait lors de l'époque des Gilets jaunes? Je pense qu'il est impératif que l'État retrouve son autorité. Il faut stopper la chienlit le plus rapidement possible. On a eu de la chienlit lors de la pénurie, lors des stations-service avec des foules qui venaient aller s'alimenter en termes de carburant et les pouvoirs publics sont abandonnés les voituriers, les automobilistes. Là actuellement on est en train de laisser constituer une ZAD alors qu'il faut reprendre le territoire en main. Il y a un chapiteau, mais ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont créer un château d'eau, etc. Ils vont créer une piscine géante. Non mais il faut arrêter ce scandale. On attrape les types, on les fout dehors et on met un terme rapidement à ce scandale. Sinon, après, plus vous attendez, plus vous aurez des problèmes comme ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Je pense que le point essentiel, c'est celui-là. On a été beaucoup trop complaisants avec ces personnes-là. Ces personnes-là cassent des choses et il faut appliquer auprès d'eux un principe qui est clair. Vous cassez et vous payez. Vous êtes responsable de vos actes. Et je pense qu'on doit être beaucoup plus sévère avec ces personnes-là. Et c'était le cas sur le gâteau hier où on se disait effectivement il y a ces réserves qui alimentent en cas de sécheresse les agriculteurs, c'est ça le principe. Mais les militants écologistes disent eux c'est pas normal, c'est la guerre de l'eau en quelque sorte. Le terme est un peu fort, mais c'est la guerre de l'eau. Oui, mais s'il y a une guerre de l'eau et qui se battent pour la guerre de l'eau, pourquoi est-ce qu'ils détruisent des canalisations? Bien sûr. Et pourquoi l'eau s'échappe et se répand? Vous avez raison. Non, mais on voit bien que l'écologie c'est un prétexte pour pouvoir intervenir, mais que leur véritable fond c'est pas celui-là, c'est de foutre le bordel, de construire une ZAD et de faire porter leurs sujets. Est-ce qu'ils se battent vraiment pour les sujets écologistes ou est-ce qu'ils utilisent l'écologie comme un prétexte? Ça commence. Mais là, il y a un mouvement de grève, ce sont des collaborateurs. Là, c'est pas le droit du travail. Là, ce sont des gens qui vont occuper un champ. Non, mais on est véritablement un État faible et un État mou. C'est-à-dire que des gens occupent illégalement. L'État est censé faire respecter ce qu'on appelle l'État de droit. Et on est en incapacité de dégager des personnes qui occupent de terrain de façon illégale. Et puis après, on se félicite que des gens ont réussi à bloquer un problème de construction. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le maire, élu par une majorité de ses citoyens, fait passer un projet qui a été adopté de façon majoritaire et de façon légale, et il est bloqué par un mouvement minoritaire. On est en train d'assister à ce qu'on appelle la tyrannie des minorités. C'est-à-dire qu'un petit syndicat est capable de bloquer tout un pays avec des pénuries d'essence. Des petits zadistes, etc., vont bloquer toute une région et tous des projets uniquement à des fins personnelles et à des fins politiques. Ils ont bloqué la dernière fois un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que ces petits groupes minoritaires sont en train d'usurper la démocratie à leur propre fin. Ils sont en train de retourner la démocratie contre nous-mêmes. Et c'est ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est qu'on... Sauf que les zadistes, et la vérité, c'est que normalement, si l'État était fort, on serait en capacité de les dégager parce qu'on changerait les règles qui sont au bénéfice de ces personnes-là et non pas au bénéfice des citoyens normaux qui respectent les règles normalement. Et ensuite, normalement, il faut faire appliquer la volonté majoritaire. On est en démocratie représentative. Et en démocratie représentative, c'est le peuple qui décide. C'est pas la minorité, c'est pas les zadistes, c'est pas les bloqueurs, c'est pas les raffineurs et c'est pas la CGT. Juste un petit mot peut-être, William T, sur ces dégradations et sur la graduation, la montée en puissance des... non pas des violences, mais en tout cas des tensions qui peuvent subsister encore entre les manifestants et les forces de l'ordre, que pour l'instant, ça a été bien expliqué par Jean-Michel Fauvergue tout à l'heure, mais qui pour l'instant n'interviennent pas, les forces de l'ordre. C'est à peu près, vous avez eu différentes manifestations depuis le début du quinquennat Hollande en 2012 sur des sociologies similaires. Vous avez eu à l'époque les Nuits debout qui manifestaient contre les lois de travail d'El Khomri, c'est toujours à peu près pareil. C'est-à-dire qu'au début, ça a une apparence pacifique. Vous avez quelques heurts avec la police et la gendarmerie et les forces de l'ordre. Et puis après, progressivement, les militants et les personnes qui manifestent en fait, se radicalisent parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent.
Ça passé à nuit debout et au final, François Hollande avait dû évacuer tout ça. C'est passé de la même façon à Notre-Dame-des-Landes et ça a fini avec la mort de Rémi Fraisse que la gauche exploite habilement contre la police et contre, à l'époque, Bernard Cazeneuve. Et à chaque fois, vous avez toujours pareil. Donc vraisemblablement, si vous nettoyez pas dès le début et si vous empêchez pas la constitution d'une ZAD, ces personnes-là vont se radicaliser dans leurs revendications et vont demander toujours plus. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants vis-à-vis de cette sociologie. C'est qu'au début, ils disaient oui, il faut mettre un terme au nucléaire pour ensuite passer à l'énergie renouvelable. Et là, maintenant, ils veulent toujours beaucoup plus. Et maintenant, ils veulent de la décroissance. Maintenant, ils veulent qu'on s'auto-aliène. Ils veulent mettre fin à la civilisation occidentale et à l'homme blanc de 50 ans. Et c'est tout ça, en fait. Et donc, ces personnes-là, de toute façon, vous ne pourrez jamais les contenter. Vous ne pourrez jamais céder à leurs revendications parce qu'à chaque fois que vous leur donnerez quelque chose, ils demanderont toujours plus. Vous leur donnez votre main, ils finissent à vous emporter le bras, si ce n'est plus loin. Et donc je pense que le sujet essentiel, c'est que de toute façon, on ne peut pas négocier avec eux. Yannick Jadot a essayé et pourtant, il apparaît comme légitime, étant membre d'Europe Écologie Les Verts depuis très longtemps. Et pourtant, il s'est fait prendre par la radicalisation très forte de l'ultra-gauche. On rappelle qu'il a été bousculé hier et insulté notamment. Insulté directement, voiture taguée, etc. Et donc si par cas vous cédez avec ces personnes-là, de toute façon, ils ne seront jamais satisfaits et ils demanderont toujours plus. Et c'est toujours pareil, comme les rapports du GIEC. Il faut mettre 60 milliards par an, 120 milliards, 2000 milliards. Maintenant, c'est 150 000 milliards. Et puis après, on sera à combien? On sera à 1000 milliards, etc. Donc, ce n'est pas possible. Je pense que le point essentiel, c'est de savoir comment l'État doit se comporter, quels sont les intérêts de l'État, quel est l'intérêt national et quels sont les intérêts des Français. L'intérêt national, c'est de pouvoir faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir une bassine afin qu'ils aient de quoi produire en période de sécheresse pour que les Français aient à manger. Et c'est ça le point essentiel. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a néanmoins des agriculteurs parmi les manifestants aussi. Oui, mais des agriculteurs. Vous connaissez la sociologie des agriculteurs, ça veut dire que vous avez toujours des agriculteurs bio, écologistes, etc., qui sont pour une agriculture décroissantiste, respectueuse des droits de l'homme, et en même temps, il faut que ce soit pas cher. Non, mais c'est quand même des génies. Donc, il ne faut pas les écouter. Je pense qu'ils nous emmènent droit dans le mur. Il faut avoir, et c'est l'objectif du président de la République et des autorités publiques, c'est quel est l'intérêt national à court terme, à moyen terme et à long terme. Bien sûr. C'est donc d'avoir cette bassine, de restaurer l'ordre et d'évacuer ces personnes-là pour expliquer aux prochains types qui voudront faire des ZAD, attention, ça va mal se barrer pour vous. Pour le père aussi. Moi, je pense que pour le père, ce sera plus rapide, malheureusement. Oui. Pourquoi William T? Ce sera plus rapide parce que vous avez posé la bonne question. C'est-à-dire que et ça se passe de la même façon pour les policiers. C'est-à-dire que comme le père se défend, alors que malgré tout, c'est l'autre personne qui a touché à sa fille, et c'est le père qui va beaucoup plus prendre que la personne qui est coupable des attouchements. Et c'est évident, et ça se passe exactement de la même façon. Et Jean-Michel le sait très bien pour les policiers. Quand les policiers vont plus fort qu'uniquement dans le cadre qui sont impartis, notamment lorsqu'ils se défendent, les policiers risquent plus que les éventuels agresseurs. Et c'est toujours la même chose de façon la justice. Pourquoi? Parce que c'est une histoire philosophique complètement sur le point de la justice. C'est-à-dire que la justice, et tout le monde le sait, l'ENM est gangréné par une idéologie de gauche, de repentance et d'excuses. Ça veut dire qu'ils décident d'appliquer des peines plus fortes envers certains profils qu'envers certains autres. Et ça, quand vous allez à l'ENM ou quand vous sollicitez les personnes qui donnent des cours à l'ENM sous anonymat, tout le monde le sait. Vous avez même des personnes, on m'a raconté ça dernièrement, c'est-à-dire qu'il a posé une question à un oral blanc à l'ENM. Il a posé la question, mais si vous n'étiez pas à l'ENM, qu'est-ce que vous vouliez faire? Journaliste à Mediapart. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est que l'ENM. Et ça, tout le monde le sait en interne, mais personne ne le dira en officiel. Et je pense que le sujet essentiel, on en a parlé tout à l'heure sur la question de la justice, de la justice civile et également sur la justice administrative. Il est temps de se plancher à la fois sur le recrutement des magistrats et voir si par cas, on doit opérer et ouvrir avec de nouveaux profils. Parce que la magistrature se reste entre elles, reste dans un bocal à poisson rouge, réfléchit avec les mêmes éléments et n'est pas ouverte et n'est pas en phase avec l'évolution de la société. Et je pense que l'autre élément essentiel, c'est que la justice doit être réparatrice. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui se fasse tuer ou une personne qui se fasse violer et qui soit marquée à vie, la personne qui ait commis ça ait uniquement 2, 3, 4, 5 ans de prison, et si par cas il y a remise de peine, il sort au bout de 2 ans, alors que la personne sera marquée à vie. Donc il y a une question de proportionnalité que la justice n'arrive pas à intégrer dans son élément. Il n'y a plus de filtre, c'est ça peut-être la problématique. Il n'y a plus de filtre parce que la société a évolué, qu'on a perdu l'autorité en raison des manifestants de mai 68 qui voulaient abattre la figure d'autorité et du sacré du général de Gaulle, et ça s'est poursuivi avec leurs descendants que vous avez retrouvés au début de cette émission, c'est-à-dire ceux qui manifestent dans les ZAD, etc. Je pense que votre sujet est très cohérent. Tout est cohérent. Quand vous avez des élus qui appellent à la désobéissance civile, comment vous voulez avoir des citoyens qui respectent l'ordre, l'autorité et qui montrent des signes de respect?
quand vous avez des policiers, etc., qui exercent une fonction et que vous avez des personnes qui contestent l'autorité des policiers, est-ce que vous n'êtes pas normal que vous avez un conflit d'autorité et qu'on ne ressemble plus à un état de nature plutôt qu'au contrat social que disait Rousseau? Et je pense que c'est sur ça qu'on se dirige petit à petit, si par cas on ne restaure pas l'ordre, l'autorité dans ce pays. Parce que vous avez parlé des médecins, vous avez parlé de leurs femmes, il y a surtout aussi, et surtout maintenant, les enfants. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants à l'école, les enfants disent qu'ils ne sont pas fils de policiers, etc., parce que d'une part, c'est honteux pour eux, et en plus, ils risquent d'être pris pour cible à la cour d'école. Et je pense que c'est ça le point essentiel, c'est-à-dire que les métiers qui étaient valorisés comme professeurs et comme policiers sont aujourd'hui discriminés par certaines personnes et par certains partis politiques. Dans un instant, rester sur le cas de Jean-Luc Mélenchon. Si on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, et là on va regarder le verre plutôt à moitié plein, il reste le troisième homme. Néanmoins, le sondage montre l'évolution du rapport de force et de comment les derniers mois à l'Assemblée nationale se sont matérialisés. Le premier point essentiel, c'est que les Français disent on ne s'est pas trompé lors de la dernière élection présidentielle, on voulait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et on a fait réélire Emmanuel Macron parce qu'on ne voulait être incarné ni par Jean-Luc Mélenchon ni par Marine Le Pen. C'est le premier élément. Sur Jean-Luc Mélenchon, ce que les Français disent, c'est que globalement, ils ne sont pas d'accord avec l'orientation qu'il porte à la fois depuis l'élection présidentielle et depuis l'élection législative. Sur l'élection présidentielle, il a fait campagne sur le pouvoir d'achat, le combat contre l'inflation et proposé un nouveau alternatif au modèle capitaliste. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose concrètement, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous l'avez eu proposer des choses conséquentes et raisonnables sur les questions de salaire, sur la question des améliorations de conditions de travail, sur un modèle écologiste? Non, tout ce qu'il propose depuis l'élection présidentielle, c'est de rejouer un match retour contre Emmanuel Macron, qui perd tout le temps. Au premier tour des élections législatives, au second tour des élections législatives, lors de sa dernière marche en troisième tour social, lors des grèves générales qui finalement n'ont pas pris et qui n'ont pas fonctionné. Et les Français, et notamment ses électeurs à lui signifient qu'ils ne sont pas d'accord avec ses idées et sa méthodologie et que foutre le bordel dans les rues à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas et il est pénalisé pour ça. C'est vrai que c'est un loser permanent. Ah oui, c'est un perdant, perdant répétitif. Clair. Mais Papy fait de la résistance, il faut faire attention, il va repartir pour un 5e tour. L'autre point, c'est qu'en fait, ça montre que Macron se maintient et que la principale gagnante des derniers mois, c'est Marine Le Pen. Et malgré tout, malgré l'augmentation, malgré le contexte avec les pénuries sur l'essence, avec l'inflation, etc., on montre à une seule chose qui est essentielle, c'est qu'elle a beau monter de façon exceptionnelle au premier tour, c'est qu'elle perd toujours contre Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive. Exactement. Est-ce que cela veut dire que la classe politique, aujourd'hui, celle de notre quotidien, est dévaluée désormais par rapport aux grands présidents, aux grands chefs d'État ou aux grands politiques du passé? Le sondage ne vous donne pas une prévision pour la prochaine élection présidentielle. Jean-Michel l'a rappelé, Emmanuel Macron n'est pas candidat. Oui, bien sûr. Par contre, ça vous donne un rapport de force et plusieurs éléments à tirer. Ça veut dire que même les électeurs d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse disent en gros, ne vous représentez surtout pas, ça va être une grande catastrophe intégrale en vue de la prochaine élection. Jean-Luc Mélenchon, il signifie, on te soutient encore, mais surtout change de stratégie, sinon tu vas emmener la gauche dans le mur. Et ça montre que par contre, les électeurs du Rassemblement national sont cristallisés autour de Marine Le Pen. Et il y a un autre enjeu, c'est qui va représenter les partis de gouvernement, anciennement PS, LR et donc du coup maintenant La République En Marche, dans la mesure où il n'y a pas Emmanuel Macron. Et ce que montre ce sondage, Renaissance désormais, c'est-à-dire que ce que montre ce sondage, c'est que les électeurs ne sont pas attachés à l'offre politique de Renaissance, ils sont attachés à Emmanuel Macron et à la personne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la personne qui essaiera de coller une image et une étiquette en disant je suis macroniste, c'est moi le successeur, eh ben, il n'aura pas 29%. Si c'était Édouard Philippe qui était testé, il n'aurait pas 29%. Si c'était Gérald Darmanin qui était testé, il n'aurait pas 29%. Et ça veut dire par conséquent que Marine Le Pen va vraisemblablement terminer en tête au premier tour lors de la prochaine élection présidentielle, si ça continue comme ça, avec un tel climat social, économique, régalien, etc. Et que maintenant, l'objectif du suivant, d'un parti de gouvernement LR, PS, LREM, c'est d'arriver deuxième pour affronter Marine Le Pen et que le match est complètement ouvert. Sauf pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Donc vous êtes en train de dire que le fait que Emmanuel Macron ne soit plus là pour la prochaine présidentielle, pour un nouveau mandat, ça permettrait éventuellement à Marine Le Pen d'être présidente? Non, c'est possible, on ne peut pas l'exclure. Ça, je ne peux pas l'exclure à l'heure actuelle. Et ça montre surtout qu'en fait, Emmanuel Macron avait une offre politique qui était personnelle. Parce que si Emmanuel Macron, en vue que le fait qu'il ne se représente pas et était soutenu vraiment par défaut, il ne ferait pas 29 dans le sondage. Il sera à 20, 21, 22. Le fait qu'il fasse 29 montre que les Français qui ont voté pour lui disent on a eu raison de voter pour Emmanuel Macron et on est attaché à Emmanuel Macron. Et donc les personnes qui seraient tentées, comme Édouard Philippe, Darmanin, Le Maire, de faire une rupture contre Macron et l'attaquer sur sa personne, je ne suis pas sûr que ça marche. Pourquoi il est encore comme ça je pense, à l'élection présidentielle, vous votez à la fois pour le chef de l'exécutif, mais surtout pour l'incarnation comme chef de l'État. Et les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon, ni par Le Pen. Et ils ont choisi le seul qui était respectable, raisonnable. Et en plus, il avait un double atout, c'est qu'il était à la fois le plus jeune et le plus expérimenté, donc il avait tous les atouts du pouvoir. Par contre,
lors des élections législatives, vous confirmez un programme politique. Et les Français Il ont n'a pas montré été que tellement le programme confirmé. politique d'Emmanuel Macron était minoritaire. Mais Et parce ce qui qu'il montre- n'était pas clair Et aussi. il n'était pas clair, notamment parce qu'il Alexandra avait dit au Rossetti. premier tour à droite et puis après au deuxième tour à gauche. Mais c'est surtout pour les Brésiliens, William T. Il y a 156 millions de Brésiliens qui sont appelés aux urnes. C'est un immense pays, mais c'est un pays qui est en proie au doute, qui est au bord de l'implosion aussi pour des raisons de sécurité, de crise économique. Donc que ce soit Lula ou que ce soit Bolsonaro, qu'est-ce que ça va changer pour les Brésiliens ? Concrètement, non, c'est une question de vision différente. C'est-à-dire, où est-ce que vous mettez la priorité ? Je ne dis pas qu'ils ont des programmes complètement différents et qu'ils sont complètement similaires non plus. Hein. C'est que si vous pensez que votre problématique est plutôt sociale, vous allez plutôt voter Lula, notamment c'est les électeurs populaires du Nord-Est, etc., les électeurs ouvriers et les habitants de la favela qui ont voté Lula pour des questions économiques et sociales, pour une question de répartition des richesses, etc., protection écologique de l'Amazonie. Si vous pensez que votre sujet essentiel, c'est la sécurité, c'est pour ça qu'en termes de répartition des votes, Bolsonaro est plus fort dans le sud, dans les grandes villes, etc., notamment parce qu'il y a des vrais problèmes de sécurité. Et bien, si vous pensez que le problème, c'est la sécurité, la religion, la civilisation, et dans le sens dans lequel va votre pays, ils vont plutôt voter Bolsonaro. Nous, on suit à peu près tous les pays, notamment en termes d'élections. On va suivre les États-Unis, on a suivi la Suède, on a suivi l'Italie dernièrement et on a suivi le Brésil. Ce qu'on a vu qui était intéressant, c'était que Lula était annoncé très en tête lors du premier tour. Il devait même gagner au premier tour. Et finalement, les sondages étaient plutôt 50-55 pour Lula au premier tour et Bolsonaro devait faire 35. Et finalement, l'écart s'est resserré. Ce qu'on voit notamment depuis le début du second tour, et ça a duré il y a un mois, donc la campagne a duré d'un mois de second tour, c'est que l'écart s'est resserré et que là on est sur un point d'incertitude parce qu'en fait les sondages mettaient souvent Bolsonaro à -4 ou à -6. Et comme il n'y a que 6 points d'écart, on ne peut pas savoir qui va gagner ce soir.